Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir. Bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Béatrice Belley. Elle est députée de la Martinique. Madame la députée, bonsoir, comment allez-vous? Bien, bonsoir Monsieur Laouché et bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices, mais également surtout aux téléspectatrices et téléspectateurs. Merci d'être là, merci de nous honorer de votre visite. Vous êtes députée depuis combien de temps? Depuis 7 mois. 7 mois. C'est presque le temps d'une gestation. Tout dépend de laquelle vous parlez. Les gestations que les femmes connaissent bien, c'est elles qui donnent la vie, 9 mois. D'accord. Okay. Alors dites-moi, comment vous vivez ça? Eh bien, comme une mission importante, comme une charge importante, comme un devoir important et auquel je m'agrippe. Et puis une mission difficile, parfois un peu ingrate d'ailleurs, mais ô combien exaltante. Vous avez été à 10 ans où? Où est-ce que vous étiez quand vous aviez 10 ans? En France hexagonale. D'accord. Et vous êtes issu de quel milieu social? Aux classes moyennes, en tout cas. Mes parents sont issus des classes modestes. Ils ont, grâce à leurs études, grâce à leur travail, réussi à se hisser dans la classe moyenne, je veux dire. Et voilà, donc c'est là dont je suis issue. Et pourquoi est-ce que vos parents étaient en France? Pour le travail, essentiellement. Est-ce que c'est le Bumidum ou pas? Non, c'est un peu après le Bumidum. Papa a réussi, en l'occurrence, à un concours, à l'époque, à plusieurs concours d'ailleurs. Et on a choisi de partir donc, pour suivre l'école dans laquelle il avait été admis suite à la réussite à son concours. Et vous êtes né en France? Je suis née en France, oui. D'accord. Et vous, à 10 ans, vous étiez dans quelle ville exactement? À Tremblay en France. Tremblay en France? Dans le 93. Banlieue parisienne. Banlieue parisienne, oui. Banlieue pauvre parisienne. Voilà, vous étiez dans une banlieue pauvre parisienne. Puis brusquement, peut-être pas brusquement, vous vous trouvez sous les ordres de la République, vous vous trouvez député de la Martinique, député. Quel effet ça vous a fait? Vous avez vécu ça d'une façon particulière? Oui. Arriver à l'Assemblée nationale, c'est impressionnant. Déjà, arriver dans des bâtiments aussi prestigieux que ceux-là, se dire que on va pouvoir exercer quelque part un pouvoir sur les décisions qui vont être prises pour près de 66 millions de personnes. C'est impressionnant, c'est une charge assez spectaculaire. Et le bâtiment, les lieux, je veux dire, l'environnement est impressionnant. Voilà, il est hyper sécurisé, les collaborateurs sont très bienveillants, les collaborateurs de l'administration de l'Assemblée nationale. Et puis, vous savez que vous marchez aussi dans des endroits où d'autres ont marché, et notamment pour ce qui nous concerne, par exemple, Aimé Césaire, mais bien d'autres, voilà, et qui ont participé à la vie démocratique de la Martinique. Comment vous avez été perçu, à votre avis? Vous avez senti une réception particulière? Parce que vous êtes martiniquaise, parce que vous êtes noire de peau, vous avez un physique qui n'est pas commun. Comment vous avez été reçu? Ça veut dire quoi, un physique commun? Vous êtes drôle à chaque fois. Je n'ai pas un physique commun. Pourquoi? C'est quoi? Parce que je suis noire, c'est ça mon physique pas commun ou c'est autre chose? Vous avez envie de... Non, tu es non, c'est pas grave, je vous connais. C'est bon, on va pas insister. Non, très bien. Oui, mais il y a un accueil, en tout cas de l'administration, qui est similaire pour tous les... Non, je vous parlais de vos collègues. Ah non, moi, mes collègues me connaissaient pour beaucoup déjà. Les autres députés. De mon groupe, en tout cas, pour beaucoup, ils me connaissaient, puisque je suis également membre de la direction du Parti socialiste. Donc, on a eu l'occasion déjà de se voir à plusieurs reprises. On avait déjà eu l'occasion de se voir à plusieurs reprises. Donc, pour certains, on se connaissait déjà. Donc, l'accueil a été bon, a été même très, très bon. Voilà. D'accord. Philosophiquement, vous êtes plutôt
dans la négritude d'Aimé Césaire ou dans le tout le monde d'Édouard Glissant? Je crois que je vogue entre les deux parce que il y a des moments où vous vivez cette idée de la négritude et d'une lutte quelque part, d'une appartenance à laquelle vous devez donner vie et corps. Et il y a plein d'autres moments où vous ne pouvez vous concevoir autrement que comme étant une habitante ou un habitant du monde. Sans que cette conception ne soit ni racisée, ni attachée à une vision simplement culturelle ou identitaire. Donc je crois que je vogue probablement entre les deux. D'accord. Vous avez, depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, pris à bras le corps le problème de la vie chère et vous avez fait voter une loi à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle est votée au Sénat? Elle n'est pas encore votée au Sénat. Elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale avec des abstentions du groupe de ce qu'on appelle le bloc central, donc de la droite de l'Assemblée. Et l'objectif là maintenant, c'est qu'en effet, elle soit inscrite à l'ordre du jour du Sénat et pour qu'elle soit votée, nous l'espérons, dans les mêmes termes, pour qu'on n'ait pas encore à rediscuter dans le cadre d'une commission mixte paritaire. D'accord. Qu'est-ce que c'est une commission mixte paritaire? Bien, c'est un endroit, lorsque vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord sur un texte, c'est une réunion qui se fait. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un texte, on réunit des sénateurs et députés afin qu'ils tombent d'accord sur, donc dans une vision évidemment beaucoup plus concentrée et réduite, afin qu'ils tombent d'accord sur une rédaction du texte en question. D'accord. Quand un texte est voté à l'unanimité, comme c'est le cas du vôtre, c'est-à-dire que le gouvernement était d'accord, puisqu'il n'a pas opposé du tout, les républicains se sont abstenus, enfin la droite s'est abstenue, ça veut dire que vous avez dû faire beaucoup de concessions? Non, au contraire. Ça veut dire qu'on a mis une forte pression. Le gouvernement a fait des amendements dans lesquels ils annulaient un certain nombre des dispositions parmi peut-être les plus importantes et les plus contraignantes. Mais les amendements du gouvernement, notamment sur le bouclier qualité-prix et le fait d'avoir ouvert à tous les produits, puisqu'avant on avait une liste limitative de produits, aujourd'hui limitative n'existe plus, en tout cas dans la proposition qui est la nôtre. On a ouvert sur des produits de type parapharmacie, télécommunications, pièces détachées. Donc le champ a été ouvert, ils se sont posé la question, mais en même temps, nous aussi nous avons posé la question, et la question centrale sur la question, enfin sur la problématique de l'application des prix au même niveau que ceux pratiqués en moyenne en France. Se résout par un dispositif que là, par exemple, le gouvernement et singulièrement le ministre d'État Valls s'est engagé à agir, c'est sur la question du transport et de la continuité territoriale. Et nous avons dit, nous ne ferons pas disparaître une disposition qui est engageante également pour l'État en matière de continuité territoriale de transport de marchandises, et sur lequel l'État s'engage déjà et le ministre s'engage déjà. Et s'est engagé aussi pour ce qui est de la Martinique, parce qu'il ne faut pas oublier que cette loi ne vise pas simplement la Martinique, elle vise tous les pays des océans, donc pas simplement la Martinique. Donc la Martinique a quelque chose en plus ou de supplémentaire, je ne sais pas en plus parce que je ne suis pas sûre que ça soit un plus, on arrive à en faire un point à mettre à notre actif, mais de façon supplémentaire comment on a appelé ça, protocole d'objectifs et de moyens qui prévoit, mais bon, pareil, il n'y a pas de disposition aujourd'hui réglementaire qui est figée, mais qui prévoit une aide au fret qui viendrait amoindrir le coût du transport. C'est quoi tous les pays des océans? C'est où? Les pays des océans, c'est nous, c'est la Guadeloupe, la Guyane, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion. Une nouvelle façon de nous appeler? Oui, parce que je pense qu'on nous appelait mal.
D'accord. Voilà, donc à force de dire, on a entendu plein d'élus et plein de personnes dire les 10 outre-mer, les 10 outre-mer, les 10 outre-mer. Bon, au bout d'un moment, nous, on était moins las de 10, donc il fallait trouver un nouveau mot. Moi, en tout cas, c'est ma façon de qualifier nos territoires et qui s'explique. Hein. C'est aussi pays sur la construction géographique. Identitaire aussi, culturelle. Il y a un certain nombre de choses qui font que même en France, on peut qualifier des territoires de pays. D'ailleurs, ça ne dérange personne, les Pays Basques, Pays de la Loire, je crois que les pays des océans ne devront a priori pas déranger beaucoup de monde. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez réussi à faire le droit au bout de 7 mois et que M. Ajar, qui vous a précédé, n'y était pas arrivé au bout de 2 ans? Parce que c'est une question de dynamique et de volonté. Moi, je n'ai pas voulu traîner et j'ai fait les nuits blanches qui allaient avec cette dynamique. Très clairement, moi, j'ai bien vu M. Ajar passer de plateau en plateau ces derniers temps pour venir débunker, alors avec des arguments qui me semblent... Pour venir quoi débunker, ou en tout cas... pour venir anéantir le travail fait... Pas seulement par moi, et c'est ce qui est assez grave d'ailleurs, un travail fait par beaucoup de parlementaires, notamment les parlementaires des pays des océans, que ce soit la Réunion, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Nous avons tous travaillé sur ce protocole, en sachant, enfin ce protocole, cette proposition de loi, en sachant quoi? Qu'elle se met et qu'elle s'inscrit, parce qu'il faut expliquer comment ça marche. Ce qui se passe quand vous êtes dans l'opposition, ce qui est le cas de mon groupe socialiste. Lorsque vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez inscrire à l'ordre du jour, comme le fait l'État, l'étude d'une loi comme ça. Voilà, vous avez un jour, et en l'occurrence 2 dans l'année, de 9h à minuit, pas plus, 9h à minuit, où vous pouvez faire des propositions de loi. On appelle ça des PPL, des propositions de loi. Lorsque vous êtes dans un groupe et que vous êtes un député, évidemment, vous devez réfléchir à quel type de proposition de loi, qu'est-ce qui vous semble important de faire à ce moment-là pour venir changer la vie des personnes que vous défendez. Moi, évidemment, après avoir milité aux côtés, par ailleurs, du mouvement social du RPRAC, après avoir entendu les doléances qu'ils ont réussi à concentrer également, et la réelle volonté des Martiniquais de voir le coût de la vie diminuer, il m'a paru évident que nous devions passer à un stade qui était celui de la loi et donc faire une proposition de loi sur la vie chère dans nos territoires, en nous appuyant par ailleurs de tout ce qui avait existé précédemment, donc du rapport déposé en 2023, enfin publié en 2023, mais également les autres rapports de 2017 qui avaient été faits sur la vie chère et qui avaient engendré la loi égalité réelle, de 2012 qui avait engendré aussi la loi Lurel, ce qui nous avait permis, par exemple, d'arrêter les monopoles, d'arrêter une partie des monopoles, en tout cas sur des exclusivités, de faire en sorte qu'on ne paye plus de roaming sur les téléphones portables. La loi, lorsqu'elle est appliquée, a des intérêts qui sont réels et qui viennent modifier nos réalités quotidiennes. Bon. Donc je suis partie sur ça et on a été dans des discussions, on est plus de 60 députés, et moi je suis parmi les derniers arrivés, et donc j'ai dit, voilà, moi j'ai une urgence et je souhaite ardemment, et ça a été le fruit d'une discussion un peu tendue parce qu'il y en avait qui attendaient, notamment depuis 2022, que leur proposition de loi passe, et j'ai réussi à imposer dans le groupe que notre proposition de loi vie chère puisse être présentée en premier, déjà être inscrite dans ce que l'on appelle cette journée d'initiative parlementaire ou niche parlementaire, et non seulement qu'elle puisse être inscrite, mais qu'elle puisse passer en premier. Et là commence le travail. Une fois que c'est accepté, ça veut dire qu'on met un ordre que l'on dépose auprès de l'administration de l'Assemblée nationale, et puis très rapidement, parce qu'on a eu la dissolution et tout ça, et très rapidement, parce que normalement, en séance, qu'on appelle en séance, donc devant tout le monde, la proposition était censée passer le 12 décembre.
Bon, sauf que nous, on a repris courant octobre. Vous vous rappelez qu'il n'y avait pas de gouvernement et tout ça, qu'on a eu un gouvernement fin septembre. Donc, vu que notre journée d'initiative, c'était le 12 décembre, eh bien, en fait, dans ce délai-là, il fallait absolument produire quelque chose qui soit suffisamment concret pour que ça passe, pas trop long, parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez pas faire des études de loi sur plusieurs jours. Donc il ne faut pas que ça soit trop long, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'articles. Et puis il faut concerter. Donc voilà ce que, en moins de 6 semaines à peine, je suis parvenue avec les équipes, avec les autres députés à faire, c'est-à-dire à nous concerter, à ne pas venir alourdir trop la loi parce qu'il fallait qu'elle passe dans la journée, avec d'autres lois d'autres propositions de loi qui avaient été inscrites par le groupe. Et puis, on commençait les nuits blanches. Voilà, les nuits blanches où on lit les rapports, on fait la part des choses entre ce qui nous paraît important. On appelle les collègues, ceux qui sont à La Réunion, ceux qui sont en Polynésie, on leur envoie des messages, on s'envoie des mails, on réduit, on appelle les chefs de groupe aussi pour dire écoutez, voilà, c'est déposé, on a vu que vous avez déposé 5 amendements, plus 2 amendements qui rajoutent des articles, ça ne va pas, retirez-les parce qu'on doit passer en commission, vous allez les remettre en séance, enfin, c'est tout un truc qui s'enclenche, et puis des auditions aussi. Plus d'une vingtaine d'auditions avec les préfets que j'ai auditionnés, la grande distribution, le sénateur Lurel, par exemple, parce que lui aussi écrivait une proposition de loi. Enfin, les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus, les distributeurs, dont certains d'entre nous, qui sont de la Martinique, le groupe GBH, le groupe Parfait, le groupe Fabre, plusieurs auditions ont été faites pour arriver finalement, parce qu'il y a des choses qu'on avait écrites au début, qu'on a dû revoir au gré aussi des auditions que nous avons faites, mais c'est beaucoup de concertation et beaucoup d'énergie. Oui. Et je remercie vraiment déjà tous les collègues députés de la Martinique avec lesquels j'ai vraiment travaillé de concert, avec l'expérience en plus qui était la leur sur un certain nombre de questions, puisqu'ils avaient participé l'année d'avant aussi au fameux rapport dont le rapporteur était monsieur Johnny Ajar. Et pour répondre à votre question après tout ça, eh bien, je ne sais pas ce qui l'a empêché d'écrire. On ne va pas faire d'histoire, mais la réalité, c'est que quand vous faites un rapport et que vous estimez que vous avez soulevé des choses suffisamment importantes, bien, vous prenez le temps d'écrire quelques articles que vous avez la possibilité de déposer en plus, ou même vous écrivez des propositions de loi, si vous pensez que vous avez de quoi faire des propositions de loi, vous faites des propositions de loi et puis vous les déposez. En fait, vous les déposez dans un logiciel et donc l'administration de l'Assemblée, même la présidence de l'Assemblée, sait que vous avez fait une proposition de loi et peut même, d'ailleurs, récupérer votre proposition de loi pour l'inscrire à l'ordre du jour, même sans que ça soit dans le cadre d'une initiative parlementaire du groupe. Voilà. Donc pourquoi il ne l'a pas fait, je ne sais pas, il s'est peut-être dit qu'il avait le temps ou peut-être qu'il ne savait pas comment faire. En tout cas, moi j'ai appris rapidement et j'ai agi rapidement. Voilà, parce qu'il y a un moment où le rapport, c'est le rapport, hein, c'est un état des lieux avec des propositions, et puis après, il faut aller dans le concret, et moi, je suis allée dans le concret. La première difficulté, c'est quand même de faire en sorte que votre proposition de loi puisse être proposée, si j'ose dire. Oui. La première difficulté. Quels sont les arguments qui ont été efficaces? Parce que vous aviez un argument que M. Ajar n'avait pas, c'était quand même le RPRAC et ce qui s'était passé en Martinique, c'est-à-dire ces émeutes quelque part. Tout à fait. Est-ce que ça a été déterminant? Oui, il y avait une urgence. Alors l'urgence, elle a été multiple, parce que j'ai évidemment, martiniquaise, j'ai apporté l'argument de ceux qu'il y avait une mobilisation sociale menée par l'association RPRAC, que je remercie aussi d'avoir mis un peu de radicalité dans la demande qui pouvait être faite de donner de la dignité, plus de dignité aux Martiniquais, en leur permettant aussi
de manger moins cher, parce que c'est ça l'objectif, de consommer moins cher aussi, de manger bien moins cher. Et puis, il y avait eu le précédent aussi de la Nouvelle-Calédonie, même si ce n'était pas sur la question de la vie chère. Tout le processus, parce que j'ai évidemment de nombreux échanges avec Emmanuel Tjibaou, le fils de Jean-Marie Tjibaou, qui a été élu aussi là à la faveur de la dissolution. Et la réalité, c'est aussi que l'exaspération des Kanaks est aussi due à cette vie chère, au fait que les populations autochtones, le peuple premier par exemple, est obligé de partir parce qu'on n'est pas capable sur le territoire d'amener à une vie digne, et notamment pour la jeunesse, en tout cas une vision qui leur permette de se projeter dans l'avenir et dans le temps. Donc il y avait évidemment plusieurs éléments, dont pour moi ce qui était viscéral, c'était également apporter une réponse à cette mobilisation populaire forte, suivie et comprise. En tout cas, l'objet de la lutte est partagé. Je pense qu'il est partagé. Est-ce que vous avez l'impression que les députés de l'Hexagone, les députés socialistes notamment, sont convaincus qu'il faut que nous payions moins cher ce que nous consommons en Martinique, mais au fond, ils s'en fichent un peu, ils ont fait ça. Non, ils en ont parfaitement conscience. Sinon, je n'aurais pas eu la chance et l'honneur, finalement, d'avoir ma proposition placée en première position, très clairement. Ils auraient pu simplement avoir peur des émeutes, sans être convaincus. Pourquoi ? Mais moi, je le dis à tout le monde, en fait, c'est une pression sociale, mais la distance fait que parfois les émeutes sont tournées sur nous-mêmes. Très clairement, et encore une fois, je prends le modèle de la Nouvelle-Calédonie. Ça fait près d'un an qu'il y a eu des fortes émeutes en Nouvelle-Calédonie, avec près de 70% de l'appareil productif qui a été détruit. 13 morts. 13 morts, des blessés graves, de l'usage d'armes à feu du côté des forces de l'ordre, mais aussi du côté des manifestants. Donc une situation de tension qui perdure, très clairement en ce moment. Les tensions sont encore très fortes là-bas. La réalité, c'est que jusqu'à maintenant, l'État non plus n'a pas fait un plan gigantesque. Ça vient, mais enfin, les autres loin, les nous loin. C'est loin des yeux, loin du cœur. Si nous l'écraser, il nous écraser. Quelque part, l'État français également se dit ça, parce qu'il a besoin de montrer que sans lui, nous toujours qu'à plairer, qu'à des pâtis et tout ça, mais que sans lui, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens n'ont pas... et je l'ai dit, moi, à mes collègues en arrivant. J'aurais dit, vous savez, je vais en tant que porte-parole, ça, on me l'a proposé après, mais je leur avais dit que moi, très clairement, ma vision est une vision transversale. Je n'ai pas les moyens, par exemple, moi, d'être spécialisée dans une thématique. Je n'ai pas les moyens de dire, voilà, moi je vais simplement me concentrer, me spécialiser sur les violences familiales, ou sur l'agriculture, ou sur l'économie. On ne peut pas lorsqu'on est député des pays des océans. Parce qu'en fait, si nous ne parlons pas de nous-mêmes, si nous ne nous intéressons pas à mettre du pays des océans dans chaque réflexion qui est posée dans les groupes, on ne pense pas à vous, en fait. Ça, c'est très clair. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et ce n'est pas qu'on ne nous aime pas. C'est juste que quand vous avez 2,8 millions de personnes face à 65 millions, les gens pensent 65 et pas 2,8 millions. Donc si vous n'êtes pas là pour lever la main et parler fort et parler de chez vous et parler de chez les autres, mais qui partagent parfois des contraintes et des réalités similaires aux vôtres, les autres ne vont pas obligatoirement, déjà en plus parfois les connaissent pas du tout, c'est aussi ça, ne connaissent pas vos réalités, en ont entendu parler mais ils ne connaissent pas. Donc j'ai eu aussi à faire ce travail-là avant que nous ayons à siéger, ce travail pédagogique, préparatoire, lorsque nous avons nos séminaires de rentrée, on va dire ça comme ça, j'ai eu à aussi dresser le portrait de mon territoire et celui évidemment d'autres territoires et singulièrement des pays des océans. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans votre loi
Eh bien, plusieurs choses. Alors, pareil, j'ai entendu. Enfin, je suis assez. Je vais pas répondre. Alors, je vais pas répondre aux gens qui attaquent parce que c'est assez bête, mais en tout cas, je vais donner des réponses qui vont permettre aux gens de comprendre, en effet. Et merci de me poser la question. Qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, il y a ce renforcement du bouclier qualité-prix. Alors, encore une fois, je répète. Excusez-moi, juste une précision. L'objectif de cette loi, c'est quoi? Faire baisser les prix, amener plus de transparence, ouvrir la concurrence sur nos marchés. Est-ce que c'est faire en sorte que nous payions en Martinique le même prix que dans l'Hexagone? Oui, une partie de cette loi est là pour ça. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est la partie, notamment bouclier qualité-prix, à laquelle je n'étais pas très favorable, hein, d'ailleurs, dans son schéma. Moi, j'ai jamais très bien compris comment fonctionnait le bouclier qualité-prix, jusqu'à ce que j'arrive à rentrer spécifiquement dans ce qui avait été prévu en 2012, toujours, hein, par Victorin Lurel, les socialistes, sur le bouclier qualité-prix. Qu'est-ce que c'est que le bouclier qualité-prix? À l'époque, bon, on essaye de ne pas être en contravention avec des principes fondamentaux de commerce. Hein, donc ils disent liberté de la concurrence, liberté des prix, liberté de la fixation des prix et tout ça. Bon. Et on dit oui, mais on a un petit souci, c'est que les gens, sur un panier de biens, ont quand même besoin d'avoir un prix qui soit similaire. C'était l'objectif déjà du bouclier qualité-prix, similaire au prix pratiqué en France hexagonale. Et donc le principe doit être d'une négociation qui amène les prix à être proches de ceux pratiqués en France hexagonale. Bon, nous on dit le truc ne fonctionne pas trop bien parce qu'il n'y a pas suffisamment de produits. En plus, là, ici, il y a 154 produits, ici, il y a 20 produits, ici, il y a 30 produits. Ça dépend de beaucoup de critères. Et puis, le fait de dire une liste limitative, c'est peut-être un peu trop réduit. Le fait de dire que c'est quasiment que de l'alimentaire, c'est pas bon. On ne va pas vers la demande qui peut être aujourd'hui la demande populaire. Donc, il faut qu'on ouvre. Et on commence à bosser sur ça, en se disant, encore une fois, attention, si on va sur des principes qui sont soit anticonstitutionnels, soit qui vont en contravention avec le droit du commerce et tout ça, on va se faire ramasser, soit par le Conseil constitutionnel, où on va avoir quelqu'un qui va faire une question prioritaire de constitutionnalité, ou peut-être qui va faire un recours quant à ce principe. Donc on prend un outil qui existe déjà, qui a déjà passé finalement toutes les étapes que je viens de citer, donc les étapes de contestation que je viens de citer, et on s'est dit, on vient juste le renforcer, le rendre plus large, mais en termes de principes, les principes qui s'y appliquent sont valables. Et donc, on réduit, on retire la liste limitative des produits. Et on dit, tant que la négociation peut ouvrir sur un maximum de produits, on ouvre. On pose le principe, et ça par exemple c'est un amendement du député de Nulor, on pose le principe de faire rentrer quand même obligatoirement d'autres types et d'autres familles de produits. Et donc en l'occurrence on dit les familles de produits, des pièces détachées, des télécommunications, de la parapharmacie doivent rentrer obligatoirement, c'est pas un choix, doivent rentrer dans le bouclier qualité-prix. On dit il n'y a plus de limite. On ne dit pas que c'est une liste limitative de produits. Tous les produits de consommation courante, de consommation courante, de grande consommation d'ailleurs, rentrent dans le champ d'application. Donc on n'est pas, comme il se dit, sur 54 familles, on est au-delà des 54 familles de produits. Bon. Donc la représentation, en tout cas la capacité à rentrer en effet dans l'observatoire devient plus grande. L'objectif, c'est on ne peut pas contraindre, ça par contre c'est un droit fondamental, on ne peut pas contraindre par le biais de cette loi, l'État peut le faire, hein. L'État peut amener à un blocage des prix, mais on ne peut pas a priori contraindre, ça c'est un principe général, les entreprises à fixer des prix. Sauf dans ce dispositif qui doit emmener à une négociation,
d'accord, au terme de laquelle, en revanche, si aucun accord n'a été trouvé, ce qui n'a jusqu'alors pas été le cas depuis plus de 12 ans, parce que la négociation existe déjà. Depuis 12 ans, aucun préfet n'a eu à arriver à la situation du blocage de prix, et pourtant, à chaque fois, les prix du bouclier qualité-prix et des articles qui en faisaient partie sont parvenus à être similaires et parfois moindres que les prix pratiqués en moyenne en France. Bon, donc ça prouve bien que dans le cadre d'une négociation, dans le cadre aussi d'une volonté commune, celle de faire baisser les prix, on peut arriver à une négociation. Et on peut arriver, parce que l'État a eu très peur de cette mesure en disant « Ah oui, mais bon, donner la responsabilité à l'État de fixer le prix, c'est qu'on est dans une économie administrée », sauf que le dispositif existait déjà. Et pourtant, l'État a souhaité, par le biais d'amendements, modifier ce qui existait déjà et faire disparaître la capacité du préfet à pouvoir, à un moment, fixer lui-même le prix de ce bouclier qualité-prix et des articles qui y sont inclus. Bon. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que nous ayons les mêmes prix que Oui. vous dites en France. Hein. Oui. Vous dites toujours en France. Oui. Vous ne dites pas en France hexagonale. Oui, des fois je dis en France hexagonale, mais enfin, la vérité c'est que plus ça va, et plus je me dis, il faut qu'on continue à utiliser métropole, parce qu'en fait on est encore toujours dans cette espèce d'organisation commerciale et institutionnelle postcoloniale. Donc bon, alors on s'est dit, on va plus dire métropole parce que c'est plus la colonie, mais enfin bon, pour l'instant, ce que ça nous prouve encore, et ce que ça nous prouve d'autant plus qu'on voit d'autres territoires qui ont d'autres avantages que nous aurions aimé avoir pour arriver finalement à ce résultat, bah, c'est qu'on est encore dans une colonialité dans l'esprit finalement de l'État. C'est normal, alors c'est normal qu'il y ait des Français quelque part qui payent tout plus cher, qui payent même des services publics plus cher. Voilà, c'est normal. Bon, bah, ça c'est un peu... D'ailleurs, c'était l'objet de mon premier propos lorsque j'ai pris la parole pour la première fois à l'Assemblée nationale. J'ai invité les gouvernements de M. Macron à la décolonisation de leurs esprits et de leur façon de voir nos pays des océans. Mais en fait, c'est extraordinaire. Comment voulez-vous que ça coûte le même prix en France qu'en Martinique, alors qu'il y a 8000 km de distance? Alors, ça fait partie des négociations qu'on a eues avec l'État, puisque, comme je vous ai dit, j'ai eu des réunions avec le ministre Buffet. D'ailleurs, on en avait une le soir de sa venue et de la résidence préfectorale, lorsqu'il y avait eu cette altercation. Eh bien, nous avions une réunion par laquelle nous lui demandions un certain nombre alors, il savait que les choses allaient être compliquées, on était dans la période budgétaire, mais nous lui avions demandé un certain nombre d'engagements. Et le premier engagement, pour ceux qui me concernent, que je lui demandais, c'est celui de la continuité territoriale. Bon. On appelle le terme comme on veut, il y en a qui disent que c'est c'est une vision assimilationniste et tout ça. Ça, c'est des bagailles imbéciles. C'est des postures de gens qui ont suffisamment de moyens pour s'acheter des choses suffisamment chères. Moi, ce à quoi je pense quand je suis en train de travailler, et ce à quoi mes collègues également pensent quand on est en train de travailler sur cette loi, c'est aux personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le choix. Parce que moi, j'ai le choix. Je fais d'ailleurs des choix stratégiques en matière de dépenses. Il y a plein de choses que je n'achète pas en Martinique, mais j'ai encore le luxe d'avoir le choix. Il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Et donc quand on commence à travailler sur ça, mes collaborateurs compris sont tous des Martiniquais, et donc on a tous nos familles. On n'est peut-être pas directement concernés par les difficultés, par contre on est tous impactés par la cherté de la vie. Bon, et bien quand on travaille sur ça, on pense surtout à ceux qui ont des difficultés à se nourrir. Parce qu'il y a des Martiniquaises et des Martiniquais qui font le choix d'abandonner un des repas, si ce n'est 2, de la journée, au profit par exemple de leurs enfants notamment, mais qui n'ont pas les moyens de se nourrir décemment. On a aussi des enfants qui gardent des choses que l'on peut leur donner au goûter ou à la cantine.
parce qu'ils n'ont pas de repas équilibrés, plusieurs repas équilibrés dans la journée. Donc on pense à tout ça, ça envahit un peu notre esprit, et c'est dans cette conception-là qu'on fait, oui, on n'a pas pensé, moi j'ai pas pensé aux grands groupes qui font des millions et des millions de dividendes. Non, je n'ai pas pensé à ces groupes-là, contrairement aux personnes justement qui disent il y a des marges avant, des marges arrière, des marges sur le côté, des marges invisibles, des marges qu'on ne voit pas, et qui, comme seul argument pour contester cette loi, disent on va mettre en difficulté des entreprises. Moi, je n'ai pas pensé à ça, pour la simple et bonne raison que j'ai vu les comptes d'un certain nombre d'entreprises. Excusez-moi. Bon. Dans les années 50, oui, la vie était chère, et le gouvernement a décidé de prendre en compte ça, et de donner 40% à ses fonctionnaires. Oui. Ça s'appelle les 40% de vie chère. C'est-à-dire que l'État n'est pas allé vers les entreprises. L'État a pris nos impôts et a fait ce que je viens de vous dire. Vous avez exactement la même démarche aujourd'hui. C'est-à-dire que la vie est chère en Martinique. Vous n'allez surtout pas toucher les entreprises, vous venez de l'expliquer, parce que je ne sais pas pourquoi, vous allez nous expliquer pourquoi. Vous allez nous expliquer. Vous venez de dire que vous n'allez pas non, j'ai dit que j'ai pas. Ah non, c'est pas ça. Je viens de dire que je ne me suis pas. Il y a mes détracteurs, et notamment M. Ajar, dit ah oui, la mesure de baisse des prix va tuer les entreprises. Bon, tout en disant dans le même temps, mais les entreprises font des marges avant, des marges arrière, des marges sur le côté, des marges invisibles, toute qualité modèle de marge. Moi, voilà, j'ai les chiffres. Et quand je regarde les chiffres d'un certain nombre d'entreprises, je me dis, bon, il y a de la marge. Quand je vois qu'il y a des entreprises qui participent du prix en Martinique, 10 millions de chiffre d'affaires, 6 297 000 de bénéfices, distribution de dividendes, 4 999 000 euros de dividendes. Donc vous avez une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, 5 millions de dividendes, 50% de dividendes. Bon, vous connaissez ça? Vous connaissez des entreprises qui font ça? Eh bien moi, j'ai interrogé des amis qui avaient des entreprises, j'ai interrogé des experts comptables, des commissaires en compte de France, qui bossent avec des petites, des moyennes, des grandes entreprises. Ils m'ont dit, Béatrice, ça, on ne connaît pas. Voilà. Alors j'aurais dit, on ne connaît pas. Ça n'existe pas en France. C'est trop d'argent. Ben, c'est beaucoup trop d'argent. Pourquoi vous m'avez dit ça à l'instant? Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que je touche. Bien sûr que je pense qu'il y a des marges de manœuvre avec les entreprises. Mais bien sûr que je pense qu'il y a des marges. Vous parlez que de la continuité territoriale assumée par l'État. Non. Moi, je dis non. Je dis que je n'ai pas pensé aux pertes. À ce que certains disent, qu'il y a des pertes pour les entreprises et tout ça, ce à quoi j'ai pensé, c'est aux gens. Ce à quoi je pense également, c'est à l'État et à sa part, à la part qu'il peut prendre également dans la continuité territoriale. Pourquoi? Mais c'est un simple principe de justice. Aujourd'hui, la Corse touche 189 millions d'euros de base de continuité territoriale, c'est-à-dire que l'État donne une dotation de 189 millions d'euros à la Corse pour organiser son transport de marchandises et son transport de personnes. Ok? La Corse met en place des délégations de services publics et ça finance donc le fameux transport. Bon. Et en plus, là, juste cette année, mais ça fait déjà 3 ans que ça dure, à chaque fois en plus on augmente. Il y a 2 ans, la Corse a eu 30 millions en plus. Il y a 1 an, 40 millions en plus. Cette année, 50 millions en plus, puisque pour n'y assez, nous pas n'y mais il faut n'y assez. Donc la négociation que l'on a menée avec l'État, c'est de dire attention par contre. Si vous considérez qu'il y a un problème de rupture d'égalité du fait de l'éloignement de la Corse avec le continent, souffrez que nous puissions considérer la même chose nous concernant et qu'il faille mettre des fonds. Donc aujourd'hui, ce que nous disons à l'État également, assumez votre part de responsabilité sur la construction des prix et notamment sur la question du transport de marchandises et du coût réel que peut représenter le transport. Ok. Voilà. Donc vous parlez avec l'État. On parle avec l'État. Vous venez de le dire, vous parlez avec l'État, continuité territoriale. Okay? Oui. Mais je ne vous entends pas dire que vous parlez avec les entreprises. On parle avec les entreprises. Non, vous n'avez pas dit que c'est parce que je ne peux pas nous dire en même temps. Non, mais vous ne parlez que de l'État. Parce qu'il y a des entreprises qui sont concernées. La CMA-CGM est une entreprise
qui a des milliards de bénéfices. Tout à fait. C'est certainement une des compagnies, des sociétés qui a le plus de bénéfices en France, voire en Europe. D'accord? Donc vous n'en parlez pas. Vous parlez que de l'État. Non, vous auriez pu en parler d'abord, mais vous êtes sur l'État. Oui. Ensuite, les autres entreprises, dans votre loi, elles n'ont très exactement aucune obligation. Elles font ce qu'elles veulent. C'est si elles veulent. C'est-à-dire que votre loi, alors qu'une loi est faite quelque part pour imposer des choses, ça n'impose rien aux entreprises. Si. Ça, c'était le premier stade, c'était le BQP, mais tout le monde est allé s'asseoir jusqu'à maintenant à la table du BQP. Les entreprises peuvent participer ou ne pas y participer. Tout à fait. Et ça, je l'ai dit. Quand elles veulent. Oui. Et quand elles partent, d'ailleurs, on a mis en place une mesure de publication par laquelle elles doivent signaler qu'elles sortent du BQP. Je peux vous assurer que jusqu'à maintenant, personne n'a envie de sortir du BQP. D'accord ? Bon, et qu'il y aura toujours quelqu'un pour venir s'asseoir à la table de la négociation. Ça, c'est une certitude. Bon, mais ça, c'est le lobbying aussi qu'on doit faire entre nous. On a des principes généraux économiques. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'il n'y a qu'à Faucon, qu'on peut créer des dispositifs qui sont exorbitants, ce qu'on appelle exorbitants du droit commun, comme on veut. Moi, si c'était moins, de toute façon, dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y avait marqué blocage des prix. Donc, si c'est pour moins, c'est blocage des prix. Voilà, mais on n'est pas au pouvoir. Voilà. Et donc ça, les gens doivent pouvoir l'entendre. C'est pas parce qu'on est député qu'on a beaucoup de pouvoir. Et en l'occurrence, nous, on est un groupe d'opposition et pourtant, on est parvenu à faire voter cette proposition de loi. Comment on parle aux entreprises et comment on parle à la CMA-CGM? On découvre, par exemple, en étudiant les données qu'on sollicite, bien que, contrairement à ce qui nous a été dit en Martinique, par beaucoup, que que le conteneur ne vaut pas 5 000 €, qu'il est plutôt proche d'ailleurs, un conteneur à sec, il est plutôt proche de 2 300 € que de 5 000 €. D'accord? Donc l'IOCA couillonnait-nous déjà aussi. La IOCA dit nous, ah oui, non, mais dès que vous avez un conteneur, c'est 5 000 €, plus. Non, ça c'est faux. D'accord? Et d'ailleurs, on a des entreprises qui arrivent à afficher sur un certain nombre de leurs biens, vente prix Paris. D'accord? C'est pas moi qui m'étaye, c'est pas moi qui ai inventé. Donc ça existe. C'est possible. On dit que chacun doit y mettre du sien, mais on sait aussi qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui sont clairement dans la profitation. Donc je ne verse pas de larmes aujourd'hui. Je vous le dis, je ne verse pas de larmes pour ces entreprises-là. Par contre, elles vont devoir être claires aussi, puisqu'il y a des dispositions sur la concurrence. Déjà, ce qui est prévu dans cette loi, c'est de faire en sorte également que ceux qui ont déjà 15% de part de marché ne puissent pas ouvrir de nouvelles surfaces de plus de 1000 m². Ça, on le fait certes à titre expérimental, mais pour poulet, si ça passe, c'est une porte que nous ouvrons à la concurrence et pas aux acteurs de marché qui détiennent déjà plus de 15%. Il faut dire, on a 2 acteurs qui aujourd'hui sont à plus de 50% de part de marché. Le groupe Parfait et le groupe GBH. C'est plus de 50% de part de marché et c'est donc eux qui font les prix. Très clairement sur la distribution, c'est eux qui font les prix. Quand vous détenez déjà la moitié d'un siège, vous pouvez dire à qui vous voulez « Ah, viens t'asseoir sur l'autre moitié ». Vous pouvez avoir 10 personnes qui ont la volonté de s'asseoir sur l'autre moitié. Eh bien, c'est un petit bout de la chaise au nid les chaises là. Alors que vous êtes quand même plutôt bien assis. Mais ça, c'est une réalité. Pareil, quand on dit « Ah oui, il y a de la concurrence », non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'acteurs, mais il n'y a pas une folle concurrence. Ça, c'est faux. Et ça vaut d'ailleurs pour beaucoup de domaines, dont le domaine de l'automobile, où les mêmes, d'ailleurs, se répartissent à peu près de la même façon le marché de l'automobile, qui est d'ailleurs bien plus lucratif que le marché de la distribution. Bon, donc, ce que nous regardons, c'est qu'il y a une concurrence qui nous semble à surveiller. Et par exemple, nous disons dans la proposition de loi qu'il faut renforcer évidemment les moyens de l'OPMR. Et comment on fait? Première chose, on crée une personnalité morale de l'OPMR. C'est quoi l'OPMR? L'Observatoire des prix, des marges et des revenus, ceux qui ont la charge de suivre finalement l'évolution des prix. On attache à chaque OPMR une application comme Kipri. Bon, mais encore une fois, parce qu'il y en a qui font qui n'ont rien fait, mais qui font des grands plans sur la comète,
et qui disent ah oui, mais il fallait dire les moyens et tout ça. C'est faux, on ne peut pas. D'accord? Pourquoi? Parce que le budget est déjà passé. Et en fait, vous ne pouvez pas engager financièrement l'État autrement qu'au moment d'ailleurs du passage de ce qu'on appelle le PLF, donc le budget de l'État. Et au moment du budget de l'État, vous pouvez ce qu'on appelle gager, c'est-à-dire créer une dépense et dire, bon, bah, l'État va créer la plupart du temps, on gage, c'est-à-dire qu'on dit, on va, admettons, on aurait pu dire, on crée un OPMR qui aura 150 000, je sais pas, 150 millions d'euros de budget. Bon, mais ça, vous créez une dépense. Donc en face d'une dépense, il faut créer une recette. Et donc au moment du budget, quand vous faites ce genre de choses-là, vous créez la dépense et puis vous, en recette, vous dites, c'est ce qu'on fait habituellement, eh bien on va créer une taxe sur le tabac qui va permettre de financer. Donc ce qu'on appelle gager une dépense. Sauf que là, lorsque vous faites une proposition de loi, vous ne pouvez pas gager. Bon, mais ça, c'est vrai que certains n'ont pas été suffisamment appliqués pour l'avoir compris le temps de leur présence à l'Assemblée nationale qu'on peut le faire. La structure de contrôle que vous préconisez n'a pas les moyens de remplir sa mission. C'est à partir du moment où la personnalité morale de la structure est posée, que nous posons également le principe d'une obligation qu'il y ait, en plus du président qui est un magistrat de la Cour des comptes, obligatoirement 2 équivalents temps plein, et qu'il y a déjà un budget qui est attaché. Chaque OPMR, c'est un minimum de 100 000 euros de budget. C'est un organisme d'État. Oui. Un organisme d'État. Oui. Donc c'est l'État qui contrôle. C'est l'État qui fixe, oui. Mais comme je vous dis, dedans, on fait rentrer un certain nombre d'acteurs. Tous les parlementaires, par exemple, sont membres de droit de l'Observatoire. Donc il y a des réunions de l'Observatoire, mais il y a aussi des moyens humains à donner à l'Observatoire. Et le moyen technique que l'on nous met sur cet Observatoire, c'est l'application de type Kipri, comme celle qui a été financée là, par l'État. D'accord? L'application Kipri, le préfet Bouvier a décidé en effet de financer cette application. Donc ce que l'on dit, c'est que puisque Sakamach, c'est ça qui permet, nous dit ouais, l'évolution des prix, d'avoir des données, on fixe l'obligation d'ailleurs aux distributeurs d'envoyer les sorties de caisse, donc les prix pratiqués directement à l'Observatoire, pour pouvoir récolter de la donnée et pour pouvoir voir l'évolution, parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. On fixe l'obligation, d'ailleurs, aussi en termes de transparence, on fixe l'obligation aux grossistes de faire apparaître les marges arrière. Et sur les tickets de caisse, on fixe l'obligation aux distributeurs de mettre leurs marges. D'accord? Bon, alors je veux bien que les gens ne trouvent pas ça suffisant et contraignant, mais enfin, quand on va commencer à parler des marges qui sont faites par les distributeurs, ben on va voir finalement aussi à quel niveau les marges se créent. Est-ce que c'est au niveau de ce qu'on appelle la supply chain, donc du transport et tout ça? Mais ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne va pas pouvoir aller regarder ces entreprises-là aussi. La répression des fraudes est là pour ça. Bon. Et l'office, ce que nous faisons, c'est que nous dotons également cette OPMR de la capacité de saisir, en effet, l'autorité de la concurrence. Bon. Qui nous a dit, l'autorité de la concurrence, que eux, il leur faut des éléments fondés pour pouvoir s'activer, parce que c'est des gros dossiers, que ça demande... Alors, oui, ça demande, par exemple, la levée de secret des affaires, mais la haute autorité, elle en a la pleine compétence. Un juge a la pleine compétence de lever le secret des affaires. Et pire, je vais vous dire, un rapporteur de commission d'enquête a la possibilité de lever le secret des affaires. D'accord? Donc, notre ancien député, M. Johnny Ajar, avait toute l'attitude pour lever le secret des affaires, ce qu'il a fait, qu'il n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, réussi à peut-être décoder ce qu'il aurait été utile de décoder pour pouvoir écrire des lois. Mais enfin, la réalité, c'est qu'un rapporteur de commission d'enquête a la possibilité de lever les affaires, le secret des affaires. Un juge a la possibilité de lever le secret des affaires. Pas besoin de le marquer dans une nouvelle loi, c'est déjà le cas. Bon, par contre, on n'est pas là pour faire du voyeurisme économique.
On n'est pas là juste pour se faire plaisir en disant à n'importe quel moment et n'importe qui va pouvoir, n'importe qui quelqu'un, qui a mandé les mouvements ouverts contre lui, regarder quelles ont été les négociations menées avec tel grossiste, tel truc. Ce n'est pas l'objectif. Nous, notre objectif, c'est in fine d'arriver à des prix qui soient des prix raisonnables pour les Martiniquaises et les Martiniquais. Voilà, donc voilà ce que prévoit globalement dans son ensemble le texte. Il prévoit de la fixation des prix sur un ensemble non limitatif de produits. Il prévoit également de la transparence et donc l'obligation pour les entreprises de transmettre les comptes, ce qui est déjà une obligation, d'accord? Mais enfin, la pénalité était trop basse pour que les entreprises se sentent obligées. Vous avez vu quand même que là, pour que notamment le groupe GBH dépose les siens, il aura fallu qu'il y ait une plainte qui soit déposée et le juge a posé l'astreinte. Bon, mais la situation et le contexte sont suffisamment tendus pour que également ils s'y soumettent. Eh bien, ce que nous avons fait pour que vraiment ça règle tout le monde, dans la tête de tout le monde, ça puisse régler un peu la clé à l'entetio, que si il n'y a pas qu'à faire, ça qui est posé au problème. On fixe l'astreinte à 1% du chiffre d'affaires mondial. Voilà, donc calculé par exemple sur les fameux comptes consolidés qui ont été déposés par le groupe GBH, 1% des 4 milliards. Voilà, ça c'est l'amende quotidienne qui peut être fixée en termes d'astreinte pour non-dépôt des comptes. Et c'est le minimum. Nous avons fixé à 1% minimum l'astreinte qui peut être imposée pour non-dépôt des comptes. Voilà. Bon, alors il y a quelques contraintes. Voilà, en termes de transparence, il y a quelques contraintes en termes de concentration, puisque je vous l'ai dit, on fixe aussi des seuils de concentration. Alors, pareil, ah mon Dieu, on a retiré la capacité de se limiter, de limiter la possibilité d'acteurs d'aller au-delà de 25% de part de marché. Pourquoi? Parce que, en fait, au début, on l'avait mis. On avait dit, il ne faut pas qu'un acteur ait plus de 25% de part de marché. Sauf que dans certains territoires, c'est juste impossible d'avoir une hyper grande concurrence. Et notamment, on a vu le cas à Saint-Pierre-Miquelon et sur certaines îles de Polynésie. On a vu qu'il n'y aura pas 10 000 acteurs, quoi, hein. Pour 6 000 habitants à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça ne va juste pas être possible. Donc ce que l'on a dit, c'est que ça se fait dans le cadre d'une concertation, mais le responsable de l'État fixe le seuil de concentration au-delà duquel les acteurs de la distribution ne doivent pas être. Pourquoi? Parce que dans les acteurs de la distribution, il n'y a pas que la distribution alimentaire. Vous pouvez aussi être sur des niches. Vous pouvez en fait au début être sur une vision oligopolistique. Vous ouvrez par exemple une grande coopérative agricole. En Martinique, ça sera la première. Là, ça sera peut-être la seule coopérative agricole qui va faire de la distribution, où on ouvre un marché d'intérêt régional, mais qui ne soit pas ouvert par, admettons, c'est pas ouvert par la CTM ou des acteurs publics, mais c'est ouvert par le privé. Ça sera le premier, il aura 100% du marché. Et bien là, on peut fixer le fait que, oui, il puisse être seul à ce moment-là. Parce que si on lui dit, il ne peut avoir que 25% du marché, donc il n'existe pas. Voilà, donc nous avons regardé les réalités de nos marchés, la construction de nos marchés pour dire, ok, on ne va pas mettre une limite fixe, mais on va permettre qu'on regarde, de quel type de distribution il s'agit, de comment est construit le marché en question sur le territoire, et à chaque fois, on donne la possibilité, en effet, aux responsables de l'État de fixer le seuil au-delà duquel la concentration ne doit pas exister. Dites-moi, le Sénat est saisi de cette loi. Tout à fait. Il devrait la voter quand? On espère le plus vite possible, mais il faut qu'il l'inscrive. On est en train de travailler à ce que ça soit rapide. On a eu des mauvaises surprises avec les propositions de loi qui sont tombées dans les limbes du Sénat. Hein. Ça arrive, mais enfin, j'ai mis plusieurs personnes
deux groupes différents sur la demande, le fait que le président puisse inscrire cette PPL à l'ordre du jour. Vous estimez ça à combien de temps à peu près? On espère que avant la période des grandes vacances, ça puisse être avant les grandes étudié. vacances. Oui, D'accord. Donc les Martiniquais, avant les grandes vacances, on espère. Peuvent avoir une chance. Peuvent avoir une chance. Et puis c'est surtout que les Martiniquais n'y ont intérêt commencer à les sénateurs à défendre nous. D'accord. Donc n'hésitez pas à mettre la pression sur nos sénatrices, notre sénatrice et notre sénateur pour qu'ils poussent, d'autant que il me semble que notre sénateur avait dit qu'il se retrouvait dans un groupe de la majorité pour faire avancer les choses. C'est le moment de prendre ce sujet à bras le corps pour permettre aux Martiniquais d'avoir des prix moins élevés et d'avoir des alternatives pour les jeunes entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs ou peut-être même les plus anciens, mais en tout cas ceux qui ont envie aujourd'hui d'investir en Martinique, c'est le moment de demander à nos parlementaires du Sénat d'œuvrer de toutes leurs forces pour que cette loi et d'autres, s'ils le veulent, puissent passer. D'accord. Est-ce que ça vous paraît être une voie que d'augmenter également le salaire des Martiniquais? Évidemment. Bien sûr. On a d'ailleurs pendant l'étude du budget, du coup, et notamment celle du budget de la sécurité sociale, fait plusieurs amendements. Alors on avait fait des amendements, hein, je vous le dis, on avait fait des amendements de suppression par exemple de la TVA aussi pour faire baisser les prix des biens et des services qui avaient été adoptés. On avait fait également des amendements d'augmentation des minima sociaux, notamment. Hein, parce que on parle des 40%, mais les gens se disent « Ah, il y a quelqu'un qui fait la même chose que moi et qui est payé 40%. Moi, je prends mon montant de salaire net et la personne est payée 40% de plus. » C'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a réellement une différence entre les fonctionnaires et le privé. En moyenne, pour les fonctionnaires d'État, on est environ à entre 19 et 20% d'écart de salaire avec le privé, à compétences et tout ça égal. Et pour la fonction publique territoriale, où il y a des salaires moins élevés, on a entre 11 et 13% de différence. De 40%? Parce qu'à l'époque, c'était une façon de compenser, en effet, la cherté de la vie pour les fonctionnaires. Et donc, on a proposé, notamment dans ce PLFSS, l'augmentation des minima sociaux. Et ce que l'on a également discuté, là, il y a une semaine à peine, j'ai discuté avec monsieur le ministre Manuel Valls, c'est l'idée qui est partagée par un de ses conseillers, d'ailleurs, monsieur Max Dubois, qu'il faille que l'État mettre la main à la poche pour permettre peut-être une sorte de salaire différentiel, comme ça avait été le cas en 2009. Rappelez-vous, on avait parlé de ces 200 €. D'ailleurs, j'ai les accords de 2009. Je le répète, je le dis, ça devrait être, en toute sincérité, hein, cette loi, là, cette proposition de loi, par rapport à ça, si moi dans la majorité, voilà ma Bible. Si j'avais été dans la majorité, voilà ma Bible. Et voilà comment je prends ma Bible, je l'ouvre et je commence à écrire une loi qui aurait fait probablement 180 articles. Parce que ce qui avait été fait en 2009 était majeur dans la vision, ça avait été jusqu'à la culture. Voilà, au plus près des Martiniquais, l'agriculture avait été comprise, le transport scolaire avait été pensé, tout avait été pensé. Et évidemment, les salaires, parce que les choses sont évidemment plus chères quand les salaires sont bas, et les nôtres sont encore plus bas, même dans le privé, sont encore plus bas qu'en France hexagonale. Donc oui, ce à quoi nous avons pensé, c'est au fait que l'État verse une dotation aux habitants des pays des océans qui travaillent dans le privé, jusqu'à un certain montant du SMIC, hein, je crois qu'on était à jusqu'à 2 fois le SMIC, que l'on puisse avoir un différentiel payé par l'État et qui permette de compenser cette cherté qui est créée, bien sûr, aussi par la profitation, mais aussi par la distance.
Mais il y a en bonne profitation. Ça, faut pas se faire d'illusions. Faut pas qu'on nous raconte des blabla. Aujourd'hui, le fait d'être sur une île et d'avoir des acteurs qui se partagent le marché, et contrairement d'ailleurs encore des arguments que j'ai entendus de certains détracteurs, ah oui, mon Dieu, je crois que c'est le MEDEF qui a dit oui, la concentration n'est pas problématique, au contraire, le fait d'avoir des acteurs puissants, ça n'existe pas. Partout où il y a des acteurs puissants, il faut augmenter les prix. Voilà. Et l'autorité de la concurrence nous l'a dit, Madame Bellé, toutes les fois où les acteurs ont augmenté leur part de marché, on a vu une progression des prix. Point trait. Voilà. C'est inversement, voilà. Puis au cas grossi, plus prix a qu'à monter. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de le fait qu'ils soient. S'ils avaient été d'ailleurs. S'ils avaient été, parce que moi je crois pas en la bonne conscience économique aujourd'hui sur nos territoires. S'ils avaient eu de la bonne conscience, nous n'aurions pas eu des mobilisations et des mouvements qui sont existants et de plus en plus forts et de plus en plus contestataires. On n'aurait pas une population qui soit aussi désabusée aujourd'hui par le modèle économique. Mais on n'a pas de conscience économique. Mais je répète que votre loi ne les oblige à rien. Mais si seulement on avait eu la possibilité juridique de leur mettre une gorgette, on leur aurait mis une gorgette. Voilà, quoi. Voilà. Sauf que vous touchez à des principes généraux. Voilà. C'est-à-dire que soit vous faites du commerce public et vous décidez donc l'État est celui qui achète et qui vend. Voilà, ça. Mais soit vous négociez avec ceux qui achètent et vendent, parce que c'est la liberté de commerce. Ils peuvent aussi décider, puisqu'on dit on les oblige à rien, mieux ils peuvent décider au cas où il été fait commerce. Donc on peut pas. Voilà. Moi, je me suis confrontée à l'achat. J'ai dit, bon, à partir de maintenant, on va bloquer les prix et tout ça. OK, mais on fait la liste. Bon, très rapidement, il y a des administrateurs qui travaillent avec nous lorsqu'on fait des propositions de loi. Les administrateurs vous disent, Madame Bellé, ça, anticonstitutionnel, ça tombe. Et il y a même des choses que l'on a, des articles qu'on a déposés. Vous les déposez le soir, vous déposez des amendements le soir. Le lendemain matin, vous regardez le tableau et en fait, votre amendement a sauté parce qu'il est anticonstitutionnel. Voilà. Bon, donc, faut pas croire que nous, quand on y claquait des doigts, on y en idée, en tête tout, et puis quand on y matchait, et puis ça qu'a passé. Okay. Ça n'existe pas. Ok. Donc, vous nous avez transformé en un pays extraordinairement assisté. Hein. Déjà, on est très assisté, vous le savez. Ah bon? Pourquoi? Par qui? Bien, on est assisté par le gouvernement français. Sur quoi? Surtout. C'est-à-dire? Attendez, comme c'est moi qui pose des questions. Ben oui, mais vu que vous posez ça dans ton docte, vous me dites je sais. Et vu que je suis ignorante, je suis obligée de vous poser des questions. J'ignore ce... Un petit peu de mon savoir. Voilà, exactement, votre science infuse. Il ne reste pas moins que nous sommes là, l'État doit intervenir sur la continuité territoriale. Donc l'État doit nous aider encore sur la continuité territoriale. L'État, là, doit maintenant augmenter les minima sociaux. L'État doit donner plus un différentiel avec le SMIC. C'est l'État, quoi. C'est-à-dire que nous sommes complètement assistés, de plus en plus assistés. Mais non, c'est pas ma stratégie. Moi, si nous avions les moyens, si l'État n'avait pas pourri nos terres, peut-être qu'on aurait pu faire une petite agriculture plus saine, qu'on aurait été moins dépendant des importations. Si l'État avait veillé à ce qu'il n'y ait pas des oligopoles aussi puissants, eh bien peut-être qu'il y aurait eu plus de concurrence. Si l'État ne m'empêchait pas de discuter avec ma géographie cordiale, c'est-à-dire avec les États-Unis d'un côté, l'Amérique du Sud, la Caraïbe, et que j'avais pu décider de ce qui est bon pour moi, eh bien peut-être que la Martinique ne serait pas dans un état de dépendance et de prix cher aussi important. Si l'État ne laissez pas la CMA-CGM se faire des millions et des millions sur nos têtes, parce que j'avais commencé un propos sur la CMA-CGM. La CMA-CGM, on nous a dit ici, oh mon Dieu, vous savez, la CMA-CGM, il y a maintenant, c'est des nouvelles règles, ils ne font pas de prix, ad valorem, c'est-à-dire que le prix n'est plus fixé suivant la valeur du conteneur. Eh bien, on a découvert que dans d'autres endroits français, pourtant, la CMA-CGM le fait.
Et bien donc nous allons inviter, et c'est ce que j'ai déjà fait, la direction de la concurrence et de la répression des fraudes à s'intéresser à ce propos porté par lequel la CMA-CGM, qui a fait 17 milliards d'euros de bénéfices, et qui ne pleurent pas les yeux secs, heureusement ils ont au moins la décence de ne pas trop pleurer, mais qui profitent aussi de nos situations insulaires. Qui sait que nous, qui prend en vélo ou en loto ou pour aller ailleurs faire nos courses? Bon, eh bien, on va devoir s'intéresser à aussi cette façon qu'a eu l'État, d'accord, d'abandonner nos territoires au vent du capitalisme. Est-ce que les entreprises, souvent béquées, qui dominent la distribution, est-ce qu'elles ont des bénéfices indus? Est-ce que leur fonctionnement fait qu'ils nous font payer trop cher et puis que ça leur rapporte beaucoup d'argent? Bien sûr, mais je vous ai donné les chiffres. Oui, mais redonnez-les. Bon, alors, je vous redonne un exemple. Mais vous qui êtes un chef d'entreprise, ça devrait vous parler de toute façon. Donc, je vous redonne le chiffre. Une entreprise du domaine de la distribution, martiniquaise, enfin qui est basée là, en l'occurrence, elle est basée au Havre. Elle fait 10 millions 212 000 environ de chiffre d'affaires. Elle fait 6 millions 6 millions 3, d'accord, de bénéfices. Elle se distribue, elle redistribue l'entreprise 4 millions, allez, quasiment 5 millions de bénéfices sur un exercice, de dividendes sur un exercice. Voilà. Donc, quand vous avez une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires et qui redistribue 50% de dividendes, c'est énorme. Alors, comment ça marche? Évidemment, comment ça marche? Mais ça, nous pas apprendre ni hier. Bon, donc comment ça marche? On arrive par exemple au prix final ici. C'est pas cet exemple-là, mais on arrive au prix final. Sauf que, en fait, là, par exemple, c'est une entreprise qui fait de la déclaration, du transport, de l'achat et tout ça, ce qu'on appelle une supply chain. D'accord? Donc, c'est une entreprise qui gère plusieurs champs dans la chaîne d'approvisionnement. Bon. Et donc, cette entreprise-là, d'ailleurs, c'est celle qui va se faire le plus d'argent. Parce que c'est celle qu'on va regarder le moins. La distribution, ils se font moins d'argent, puisque à la fin, c'est le distributeur qui va payer tout ça. Parce que arriver devant, le camion qui arrive devant la porte de Carrefour ou Leclerc ou Leader Price, bah, lui, il dit, bah voilà, moi je décharge et voilà la facture. Bon, et la facture comprend déjà tout ça. Et donc, l'ail au malin, c'est que c'est avant qu'ils se font beaucoup d'argent. Au moment de la distribution, alors ils ont tous pleuré. Ouais, bon, oui, on fait que 3%. C'est ce qu'on appelle les marges arrière. Alors, les marges arrière, c'est encore un autre truc. Ah bon. Ça, c'est de l'intégration horizontale ou de l'intégration verticale. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que dans les 1% de pénalité, nous, on parle et des comptes consolidés, ce qui a été présenté, mais également des combinés. Parce qu'il y a des combinaisons qui se font avec des entreprises dont on pense qu'elles ne sont pas obligatoirement liées, mais elles sont liées. Donc on a dit on va regarder et les comptes consolidés et les comptes combinés. Bref, ça c'est la répression des fraudes qui c'est très bien faire ça. Et Yokem Tekoyo au travail, c'est pas voilà, on est dans une situation particulière, ben, il va falloir des moyens particuliers. Bon, donc les entreprises, c'est pas que ce qu'elles font en fait c'est légal, c'est juste que c'est pas moral. Moralement, c'est indécent de savoir qu'il y a 30% de taux de pauvreté en moyenne sur nos territoires, nous parmi les plus bas. Il y a 46-60% à Mayotte, et c'est les mêmes méthodes. Et donc, il est indécent de considérer que face à des populations pauvres, on pratique des prix exagérés comme ceux qui sont pratiqués chez nous. Donc oui, il y a au moins moralement de l'abus. Si il n'y a pas toujours de l'illégalité, ce que l'on aimerait en toute sincérité, demain on est au pouvoir, le nouveau Front populaire est au pouvoir, pour nous ça c'est illégal. C'est une situation abusive. Donc en fait, nous sommes dans un système libéral, oui, ultra-libéral. Ultra-libéral,
Nous sommes dans le capitalisme. Oui. Les gens font des affaires pour gagner de l'argent. Non, gagner de l'argent, ça ne me pose pas de problème que les gens gagnent de l'argent. En toute sincérité, ça ne me pose pas de problème. Qu'ils abusent de nos situations, ça c'est problématique. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Mais Oui. donc la loi ne peut pas aller à l'encontre de ça. Non, pas totalement. On limite, on a la possibilité de limiter les effets négatifs du modèle. C'est-à-dire que je n'ai pas vu en quoi votre loi limite. Ben, c'est ce que je vous dis sur la concentration, la transparence, parce que c'est aussi ça qui fait que... Dans la concentration, Martinique, il y a déjà trop de grandes surfaces. Donc il est peu, probable qu'ils aillent vers cette voie. Ah mais si, mais regardez, on est parvenu quand même à donner une autorisation au Vauclin. Hein. Pourtant, il y en a déjà beaucoup des grandes surfaces. Non, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de petites surfaces, et tant mieux. Bon, et d'ailleurs, j'oubliais, dans cette proposition de loi, on fait en sorte que les grossistes vendent au même prix. Ah, vous l'avez vu ou pas du moins, moi, tu as oublié ça. Voilà. Et ben, c'est comme ça qu'on fait. On change les règles, on essaie de changer les règles du jeu, même si, avec une proposition de loi venue d'un petit groupe de 60 députés dans une niche parlementaire, nous ne sommes pas en capacité de modifier le système capitalistique. Bah oui. Bah oui. Mais je dis aux Martiniquaises, aux Martiniquais qui nous regardent et qui sont de tous les pays et de tous les lieux que vous avez cités, faites le bon choix la prochaine fois aux élections. Vous avez parlé dans votre loi à un moment où il est possible de faire une publicité très négative. Oui, c'est le fameux name and shame. Oui. De quoi il s'agit exactement? Eh bien, c'est les entreprises qui ne respectent pas les accords du BQP, les entreprises qui décident d'en sortir, auront à payer un encart pendant 6 mois dans le journal par lequel il sera dit qu'ils sont sortis des accords et que donc ils décident, ils préfèrent pratiquer des prix libres exagérément élevés en Martinique ou en Guadeloupe ou en Nouvelle-Calédonie. Donc on va leur faire de la pub et puis pour ceux qui y sont, on leur demande aussi de pouvoir afficher clairement les prix du BQP. Je rappelle que non, ce n'est pas sur des produits de mauvaise qualité puisqu'il y a un contrôle justement par des diététiciens. Ça aussi, l'État avait essayé de nous faire sauter ça, mais on demande que la qualité puisse, que dans l'observatoire il puisse y avoir aussi la présence de diététiciens, de nutritionnistes qui puissent valider la qualité. N'oubliez pas que le BQP c'est le bouclier qualité prix. Donc nous avons scellé dans le marbre le fait qu'il faille que ce soit des produits de qualité. Et puis nous disons également que dans chaque rayon des familles de produits, il faut que tous les produits des BQP soient là, que les gens puissent aller directement vers ce mètre linéaire, par exemple, pour aller chercher les produits. Et la loi aussi fixe le bon approvisionnement des marchandises, parce qu'on avait vu qu'avant, souvent quand les gens arrivaient pour prendre un produit du BQP, eh ben pas terreté. Donc on dit, vous savez faire pour qu'il y ait tout le temps sur les étals, vous savez très bien comment faire pour qu'il y ait toujours dans les étalages de la marchandise, et ben sur ça vous devrez être impeccable pour qu'il y ait toujours de la marchandise du BQP présente sur les étals. Justement, est-ce que les BQP seront présentés de façon particulière? Tout à fait. Donc c'est ce que je vous dis, ça sera, il y aura un panneau qui affichera à l'entrée tous les produits qui sont concernés, mais dans chaque famille de produits, il devra y avoir ce qu'on appellerait un corner, donc des mètres linéaires, 1, 2, 3 mètres linéaires suivant la densité de produits concernés dans les rayons, que les gens puissent aller, n'aillent pas chercher chaque article, chaque petit article, chercher l'étiquette, mais aillent dans un seul endroit où tous les produits du BQP seront présents. Ce qui répond à la demande également de beaucoup de nos familles en grande difficulté. Donc les BQP aujourd'hui, c'est combien de produits? Ça dépend en fait des endroits, mais en Martinique c'est 150, je crois que c'est 154 produits. Oui, 154. Les produits de première nécessité, il y en a combien? Ça dépend de la définition, mais il doit y en avoir une 70. 70 ouais. Sur les 154. Ouais. Et les autres, c'est quoi? Alors les autres, par contre, nous on parle de grande consommation, donc c'est plus de 100 familles de produits. Il y a des éventuellement... Grande consommation. C'est fixé, mais c'est une centaine de familles de produits.
Ça peut être des pièces automobiles, des choses comme ça. Oui, non, mais ça, on l'a fixé, nous. Il y a les produits de grande consommation, qui peuvent être les produits de grande consommation alimentaire et tout ça, mais essentiellement dans la distribution, on va dire dans la grande distribution. Mais par contre, on a élargi aux pièces automobiles, élargi aux services, puisqu'on met dedans les télécommunications, donc les abonnements, télé, Internet et tout ça. On met, je l'ai dit, les pièces détachées et la parapharmacie. Qu'en est-il de l'eau et de l'électricité? Des services, bah, c'est vous savez que alors, sur la question de l'eau du robinet ou l'eau en bouteille? Non, l'eau du robinet. L'eau du robinet, bah, vous savez que c'est une compétence locale. On espère voir un jour aboutir. On espère un jour voir aboutir je crois qu'il y a un début, un frétillement là des premiers mètres cubes pour les familles en difficulté. Les 8 premiers mètres cubes. Est-ce que ça vous paraît important? Est-ce que ça pourrait être pris en compte Bien sûr, puisqu'on a une eau qui est très chère, une eau publique qui est très chère. Mais pareil, moi je suis très en phase, Monsieur Laouché, aussi avec le regard qu'on doit avoir sur notre propre capacité et la qualité de notre gestion. D'accord ? La réalité, je le dis, le premier poste de dépense des Martiniquais, c'est les déplacements, c'est-à-dire souvent la voiture. Quand vous êtes en Martinique, que vous êtes un actif ou qu'il y a 3 actifs dans la maison, vous n'avez d'autre choix parce qu'il n'y a pas. Vous ne pouvez pas les qu'on yolé, vous voyez, fait ce qu'on yo à terre, fait ça yolé. Le modèle aujourd'hui de transport public en Martinique n'est pas bon. Voilà, c'est tout. Il n'est pas fiable. Il n'y a pas suffisamment d'amplitude, il y a toujours des difficultés. Alors on admet en Martinique qu'on puisse faire un simple petit communiqué indiquant aux gens qu'il n'y aura pas de transport scolaire. Voilà. Si vous voyez, si vous pas ou devant l'abribus et puis vous qu'à attendre pièce bus pas qu'à venir, mais il choupe pas aller à l'école. Pas de service minimum, rien. Et puis tout le monde, oh, c'est normal. Ben non, c'est pas normal en fait. En fait, on devrait, comme dans beaucoup d'endroits, avoir rattrapé notre retard de ce côté-là. En l'occurrence, dans le Sud, oui, Eugène Larcher et les élus du Sud, José Mirande, Jean-Philippe Nilor et tout ça, avaient une vraie vision pour les transports et y avaient mis les moyens et ça se passait très bien. Mais il aura fallu un changement de gouvernance pour que ça capote et que maintenant ça soit beaucoup moins fiable. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas se contenter de cette faible qualité des services publics. Et ça vaut pour le transport, ça vaut pour l'eau, ça vaut pour l'assainissement. Et donc, tant qu'on ne se regardera pas et qu'on sera là, ouais, mais non, mais c'est normal que nous pas qu'à faire bien parce qu'on vient juste de prendre. Non, on ne vient pas juste de prendre. Et puis, on a le droit d'aller vers le mieux, voire vers l'excellence, à partir du moment où on a conscience qu'on répond à une demande d'intérêt général, qu'on répond à la vie des Martiniquaises et des Martiniquais, qu'on ne se fixe pas d'objectifs, de faire des contrats performants, eh bien c'est ça qui nous met dedans à chaque fois. Voilà, on n'a pas d'objectif de performance. Moi, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas contre l'argent, mais on est obligé de nous prendre pour des tébés lorsqu'on n'est pas capable, sur les choses qui nous concernent, d'avoir la meilleure performance économique possible. Voilà, et bien sur l'eau, c'est ça. Sur l'eau, on a eu des contrats à millions cédés à ce qu'on appelle des fermiers, d'accord ? Et on n'a jamais alors que de l'eau qu'a coupé, de l'eau pas de bonne qualité, les tuyaux sont crevés, on perd 50% de l'eau qui arrive dans le tuyau. Ces gens-là n'ont jamais vu de pénalité. Pourtant, les pénalités sont prévues dans le contrat. Jamais vu de pénalité. Voilà. Et ça vaut aussi pour un certain nombre de contrats dans l'assainissement. On a des usines qui se créent pour créer des boues. On a une grosse usine qui a été ouverte, et très performante en plus, qui a été ouverte par monsieur Ampigny, que j'avais visité à un moment, puisqu'elle avait fait l'objet par ailleurs de cofinancement de fonds européens, pour traiter d'ailleurs les boues, ce qu'on appelle les boues, mais enfin c'est cacanou, et pour faire en sorte d'en faire quelque chose, mais surtout de faire en sorte que ça ne se mette pas, ça ne se répande pas sur toute la Martinique et dans la nature. Bon, eh bien, rien n'est fait pour poursuivre
poursuivre les entreprises que l'on paye avec notre argent public, qui sont chargées de faire une partie de l'assainissement, pour s'assurer que ces entreprises-là vont bien déposer dans des sites qui sont prévus pour, et notamment le site de M. Ampigny dans le Nord, alors que l'entreprise a été financée par des fonds publics, alors que c'est une méthode performante. Nous ni ça, mais personne pas caché chez ça, vous m'en êtes est camaché. Bien sûr. Vous êtes autonomiste? Oui. Vous faites une description, vous voulez faire une description dramatique de nous-mêmes. Oui. Heureusement qu'on n'est pas autonome alors. Ben si, que, attendez, non, mais il faut qu'on le devienne. Mais la réalité, c'est que. Mais non, mais la réalité, c'est qu'il faut pas. Aujourd'hui, je le dis parce que il y a des personnes qui m'ont dit ah maman ou radis ou capalefo et tout ça. Je dis mais ça suffit. Se parler doucement, ça marche pas. D'accord? Se parler doucement. Tu sais, ça serait bien. Ça fait 30 ans que les gars, ils font ça. Tout le monde se tient, finalement, en ne dénonçant pas les abus. La seule chose qu'on entend, c'est « Ah oui, il m'a laissé des dettes dans le budget. Non, mais lui aussi, avant. » Mais bon, finalement, dans le résultat des services publics, c'est zéro. Ou qu'à crier en non, plutôt, maintenant, vous avez dit que vous adorez le télétravail. Mais la réalité, c'est que dans les services publics, on vous dit « Non, madame, elle n'est pas là à télétravail. » Oui, ben, enfin, dans télétravail, il y a travail. Donc vous pouvez me la passer en fait. Non, il n'y a plus de correspondants dans nos services. Non, il faut qu'on se remette en question, qu'on regarde l'intérêt général et qu'on se dise, tous les gens qui se disent oui, tout est trop cher, qu'on se dise déjà, nous Martiniquais, avant même de voir comment le secteur privé fonctionne, nous Martiniquais, ce que nous faisons ensemble dans le cadre de notre sous-sous public, puisque c'est l'argent nous, c'est nos impôts, bon, notre sous-sous public. Ben nous, Martiniquais, comment on fait pour faire les choses bien, pour avoir l'exigence de faire les choses bien, pour ne pas se sentir vexé quand on dit « ce n'est pas bon ». Il ne faut pas qu'on se sente vexé, il faut juste qu'on se dise qu'on a des objectifs à atteindre et qu'il faut qu'on se donne les moyens de les atteindre. Et ce n'est pas en faisant plaisir, en mettant des gens compétents à des endroits stratégiques. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, qu'on monte un pays. Et ce n'est pas comme ça qu'on monte une autonomie et encore moins une indépendance. Voilà. Donc, il va falloir il y a une génération qui doit se remettre en question. Elle a fait, mais peut-être qu'elle n'est plus en capacité de faire aujourd'hui. Voilà. Parce qu'elle n'est pas en capacité aujourd'hui, intellectuellement, de se donner les moyens de l'autocritique. Nous sommes à un point grave en Martinique. D'ici peu, on aura d'ailleurs des informations sur la situation réelle de la CTM, qui, d'après ce que je sais, est catastrophique. Catastrophique. Ne produit pas d'effets positifs ni sur l'économie, ni sur le social, ni sur la culture. Et nous sommes à ça d'être sous tutelle. C'est par gentillesse que l'État, je dis, pas qu'à mettre ni la région Guadeloupe, ni la CTM en Martinique sous tutelle. D'accord? Mais c'est mauvais, nous pas bon. Et il faut qu'on se regarde lorsque c'est pas bon et qu'on se dise, OK, il y a un problème, comment on se ressaisit? Il faut que nous saisissions nous, très clairement. Est-ce que selon vous, le monde de la grande distribution co-gère la Martinique avec le gouvernement? Non, je ne pense pas. En tout cas, on a vu un premier ministre. Non, on a vu un ministre d'État en la personne de Manuel Valls. J'ose croire, je le connais déjà. Bon, j'ai été la première surprise. Enfin, peut-être pas la première, mais enfin, j'ai au moins été aussi surprise que tous les autres quand je l'ai entendu parler d'étouffement économique et tout ça. En même temps, voilà, tous ces chiffres. Non, mais voilà, j'ai sur les entreprises, et ça, c'est juste de la répartition des résultats. Hein. Donc, j'ai une feuille par entreprise qui dit pour ce que gagnent les entreprises. J'ai une feuille. Toutes ces entreprises-là, c'est des entreprises qui participent de la construction des prix sur nos pays des océans, et tout ça, j'ai montré ça au ministre. Quand j'ai eu à le voir, je lui ai dit, pas vini, dis-moi, ah oui, l'économie, les moulins, l'entreprise, tatati, tatata, mio. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. On fait comment? Voilà ce que nos pays vivent. On fait comment? Bon, et les conseillers étaient là, oui, mais... et quand il a demandé de vérifier les données, il m'a demandé s'il pouvait garder nos informations. Je lui ai dit, bien sûr. Et du coup, je ne dis pas que c'est moi, hein. J'ai que c'est plusieurs éléments. Mais du coup, quand je vois que le ministre Valls parle d'étouffement, même si après il nous dit qu'il commence à recevoir des pressions et qu'il nomme... commence à recevoir des pressions. Oui, oui, bien sûr. Mais il n'y tout paie.
parce qu'il a fait nommer là, d'ailleurs, je crois qu'il prend son poste aujourd'hui ou demain, un monsieur qui s'appelle Max Dubois, qui avait été aussi très éloquent sur la question du POSEI, en matière d'agriculture, hein, puisque vous me parliez de l'État. Si l'État nous permettait de récupérer un peu plus d'argent du POSEI pour de la diversification agricole, nous pas en l'État là, parce que toute POSEI, c'est qu'en épibanan. Donc non, moi j'ai envie que ça se passe bien. On ne peut qu'agir dans des rapports que l'on espère de confiance. C'est pas un mimois, très clairement. Manuel Valls, c'est pas mon ami, c'est pas mon pote. On n'est plus de la même famille politique et c'est très clair. Et depuis 2017, il est macroniste. Et aujourd'hui, les macronistes, pour moi, sont de droite extrême. Voilà, donc c'est plus des ultralibéraux, c'est des magiciens du libéralisme, c'est tout pour les grandes entreprises et rien pour les petites, rien pour les artisans, rien pour l'art, enfin c'est pas terrible quoi. Donc c'est pas mon pote, mais ce que je l'ai entendu dire, je ne l'avais pas entendu avant Victorin Lurel par exemple. Voilà, je ne l'avais pas entendu. Je n'ai pas entendu depuis Victorin, personne n'avait dit qu'il y avait de la profitation dans la structuration économique des pays des océans. Personne. Donc m'entendre dit ça, moi, j'ai envie d'avoir confiance. Bon. Mais jusqu'à maintenant, oui, on a vu les grandes entreprises qui... la preuve, si M. Valls a quelques pressions, c'est qu'il y a des personnes qui sont suffisamment bien placées pour passer des coups de fil à qui de droit pour faire taire ou diminuer l'ardeur, l'envie, la motivation, l'ambition du ministre d'État. On va voir si il subit déjà des pressions, donc. C'est ce qu'il a dit lui-même, publiquement. Moi, je ne suis pas en train de raconter un truc qu'il m'aurait dit sous quelque secret que ce soit. C'est lui-même qui l'a dit. Il faut qu'on arrête cette interview. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la terminer? Eh bien, écoutez, je dis merci aux Martiniquaises et aux Martiniquais d'être restés jusqu'à la fin pour nous écouter. J'espère que nous aurons rapidement d'autres occasions de discuter, d'autres sujets. Mais en tout cas, en Cadi, c'est devant nous qu'à garder, c'est pour la victoire nous qu'à aller. Et donc, de nous faire confiance. En tout cas, les députés qui sont en place se battent en groupe, se battent ensemble pour faire avancer les sujets. Je les remercie de toute l'aide d'ailleurs qu'ils m'apportent dans la compréhension de l'institution, de ces mécanismes. Et je les embrasse par ailleurs. Et puis je vous embrasse tous. Et puis Tchiberet Pamoli, on se bat. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous pendant plus d'1h30, ou environ 1h30, avec Béatrice Bellet, qui est députée de la Martinique, élue dans la circonscription de Fort-de-France. Merci Madame Bellet. Merci Monsieur Laouchi. Merci à vous.